les succès ne commencent pas nécessairement par un penchant immodéré pour le droit chemin. Pour certains, ils débutent dans les mauvais quartiers et l'illégalité. On n'entre pas comme ça chez eux. Attention Tollard vous ouvre leurs portes d'une forme de réhabilitation parfois singulière. Nous sommes en mai 2012. L'homme dont je vais vous raconter l'histoire défraie la chronique criminelle. Il est soupçonné d'avoir dépecé Lin Zhu, un étudiant chinois récemment installé au Canada. Des morceaux de son corps démembré ont été envoyés par la poste à plusieurs destinataires, dont les responsables des partis politiques canadiens. Des vidéos de la scène circulent sur les réseaux sociaux. Comble de l'horreur, toujours actuellement incarcéré dans une prison de haute sécurité, Rocco Magnotta, car tel est son nom, draine un fan club. Le dépeceur canadien est sans doute le premier véritable tueur mystifié de la génération Facebook. Chez les plus grands criminels que l'on ait connus, il y a toujours un rapport, pas tellement au père, mais souvent par rapport à la mère, on peut ne pas être d'accord avec moi, qui est assez perturbé. C'est ce qui crée la psychopathie. Et ici, on a affaire à un psychosociopathe, donc il cumule beaucoup de choses. Et ce monsieur a une mère qui est complètement obsessionnelle par rapport à tout ce qui est germe, par rapport à tout ce qui est microbe, avec un père qui est complètement absent puisqu'il est à la fois alcoolique et schizophrène. Moi, qu'on puisse dire, c'est que on espère surtout qu'il ne soit pas présent. C'est Philippe Boxot, médecin légiste, directeur de l'Institut de médecine légale, qui sera notre guide pour débriefer cette histoire d'Attention Tollard. Je vous raconte son histoire avec la complicité d'Alessandra D'Angelo et de Claudio Bolsonaro. Bienvenue à vous et merci de nous suivre. Attention Tollard, raconté par Hervé Meillon. Voici donc l'histoire de ce Rocco Magnotta, né le 24 juillet en 1982 à Scarborough, dans l'Ontario, de son vrai nom, Eric Clinton Kirk Newman. Il est élevé par une mère germaphobe. Oh, vous vous dites que je viens de me tromper avec le nom. J'ai cherché, non, ça existe bien un germaphobe. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne supporte ni les microbes, ni les bactéries. Elle se lave les mains 20 fois par jour et désinfecte tout ce qui entre et tout ce qui sort de la maison. Raison pour laquelle elle n'envoie pas son fils à l'école. Son père est alcoolique et schizophrène et il brille par son absence. Et sa grand-mère est tyrannique. Alors c'est dans un cadre familial tout à fait toxique que grandit le petit Eric. Une adolescence très perturbée ne pouvait que l'attendre. C'est décidé, il coupera à l'âge adulte tout contact avec cette nauséabonde famille. C'est à 20 ans qu'Eric Newman change légalement de nom pour s'appeler Luca Rocco Magnotta. Il subit alors plusieurs opérations de chirurgie esthétique sans jamais être satisfait de son apparence. Son besoin de reconnaissance est obsessionnel. L'image qu'il veut renvoyer de lui doit absolument venir compenser la fêlure familiale originelle. Il tente alors une carrière. Oui, une carrière comme mannequin, et pourquoi pas. Mais seul le cinéma pornographique homosexuel et l'escorting lui ouvriront les portes d'une triste gloire de seconde zone. Sa candidature pour intégrer une émission de télé-réalité diffusée sur la chaîne homosexuelle Hot TV n'est pas non plus retenue. Est-il résigné pour autant ? Non. Rocco Magnotta ne se rebute pas. Au contraire, il affiche un narcissisme poussé à l'extrême, se disant incroyablement beau. Je ne suis pas homosexuel, mais si je l'étais, je m'épouserais. Et je serai obsédé par moi, dit-il. Attention, Tollard. Nous sommes au début des réseaux sociaux. Rocco décide donc de capitaliser sur cette visibilité facile. Il publie des photos sur des forums, des blogs de discussion et diverses pages web. Plus de 20 sites et 60 pages Facebook au total, sous 127 pseudonymes différents. Il s'y présente comme une star du porno. Et, miracle, cela fonctionne. Rocco Magnotta
draine rapidement autant de followers que Rocco Siffredi. Et pour ancrer son succès, il n'hésite pas à faire du teasing à la manière des producteurs de Web TV qui font alors fureur sur le net. Affabulateur complet, il se présente aussi comme le petit ami de diverses célébrités canadiennes, puis appelle les médias pour se plaindre de ces rumeurs qui nuisent à sa carrière. Attention Tollard, aujourd'hui, Luca Rocco Magnotta, celui qui est parvenu de funeste façon à devenir le plus célèbre des criminels. Attention Tollard, raconté par Hervé Meillon. De dérives en dérives, l'homme se présente ensuite comme nécrophile et poste des vidéos d'animaux qu'il torture. Vous vous souvenez certainement, comme moi, des images de chatons martyrisés sur Facebook. Le point de bascule n'est pas loin. La mythomanie de Rocco Magnotta va le pousser au crime. Le 19 mai 2012, moins d'une semaine avant le meurtre, il invite un inconnu chez lui. Il lui offre un verre de vin amélioré d'une substance soporifique. Puis approche une scie électrique de sa tête avant de se rendre compte que les doses administrées ne sont pas assez fortes. C'est raté. Et l'inconnu s'échappe hagard et n'a pu être identifié sur les images partagées. Mais, heureusement, il est sain et sauf. La seconde fois, par contre, sera la bonne. Dans la nuit du 24 au 25 mai 2012, après avoir assassiné Lin Jun, son amant d'un soir, Magnotta poste la fameuse vidéo de son meurtre sur un site spécialisé pour amateurs de films gore. 11 minutes, mesdames, messieurs, 11 minutes d'images insoutenables. On le voit s'acharner sur sa victime, attaché à un lit à l'aide d'un pic à glace avant de découper son corps en morceaux et d'en manger, oui vous avez bien entendu, d'en manger certaines parties. Le cadavre est ensuite mutilé et violé et puis nous en resterons là, si vous le voulez bien, sur les détails. Mais la vidéo est assez surprenante car elle a comme fond sonore la chanson du film American Psycho, True Face. Elle est cryptée, difficile donc pour la Cyber Crime Unit de la faire supprimer. 4 jours plus tard, nous sommes le 29 mai 2012. Un colis postal contenant un pied humain est reçu au siège du Parti conservateur du Canada à Ottawa. Dans la foulée, d'autres membres du gouvernement reçoivent aussi des morceaux d'un corps démembré. Les services de police sont sur le pied de guerre. Ce puzzle de restes humains retrouvés dans un parc à Montréal sont identifiés. Ils permettront de faire le lien avec les autres membres anonymes envoyés et d'identifier la victime comme étant Lin Jun, un Chinois de 33 ans, amant de Magnotta. Une véritable chasse à l'homme est lancée avec le soutien du FBI. La cavale se terminera une semaine plus tard en Europe. Après avoir retracé Magnotta à Paris, le fugitif est interpellé dans un cybercafé de Berlin le 4 juin 2012, après avoir été reconnu par le gérant de l'établissement qui a appelé la police. Hervé Meillon vous donne un rendez-vous barbare avec le dépeceur de Montréal, cet homme qui fut le premier véritable tueur mystifié de la génération Facebook. Son nom, Luca Rocco Magnotta, l'histoire d'un monstre. Nous faisons un bond dans le temps, nous sommes 2 ans plus tard et s'ouvre son procès à Montréal. Abruti par les médicaments, bouffi, le bellâtre est méconnaissable. Luca Rocco Magnotta reconnaît les faits. Il plaide avec discrétion la démence passagère, stratégie de défense que refuse bien entendu le ministère public. Magnotta a prémédité son geste. Il était en pleine possession de ses moyens au moment du meurtre de Lin Jun. Et pour preuve, il rappelle ce message envoyé au Sun en décembre 2011, soit 1 an avant le crime, dans lequel il annonce à un journaliste que ses prochaines vidéos ne mettraient plus cette fois en scène les chatons morts. Attention, Tollard. La suite du sordide Luca Rocco Magnotta, celui qui rêvait d'être une star de la télé-réalité. Luca Rocco Magnotta est reconnu coupable après 12 semaines de procès
et 8 jours de délibération. Il écope de 25 ans pour meurtre avec préméditation, 5 ans pour outrage à cadavre et 2 ans pour production et distribution de matériel obscène sur le net, et aussi 2 ans pour avoir utilisé les services de la poste canadienne pour faire livrer ses courriers abjects. Cette sanction est assortie d'une interdiction absolue de demander une quelconque libération conditionnelle anticipée, ce qui l'amènera à respirer l'air libre à 72 ans, c'est-à-dire 72 ans pour certains. L'irréparable ne lui vaudra qu'une réinsertion bien maculée en devenant star des réseaux sociaux. Une star dont nous nous serions bien passés. Mais Luca Rocco est-il pour autant abattu après cette condamnation? Eh ben non. Il estime avoir gagné en notoriété et il s'en vante. Lui qui n'a jamais percé le brouillard médiatique, recalé de tous les castings, est enfin devenu célèbre à sa manière. Il est une vedette, véritable star sur les réseaux sociaux qui s'arrache les moindres détails de ses méfaits sordides. C'est à ne rien y comprendre. Attention, Tollard. De nombreuses groupies lui vouent une admiration sans borne, si bien que ses admiratrices se comptent par milliers sur le web, ainsi que les demandes en mariage qu'il reçoit en prison. Mais en 2017, la Magnotta Mania s'essouffle lorsqu'il annonce sur un site de rencontre pour prisonniers qu'il a rencontré son futur époux, un de ses co-détenus. L'heureux élu se nomme Anthony, enfin l'heureux élu, heureux. Il faut dire que lui-même, Anthony, a été condamné après avoir tué un autre co-détenu sous la douche en raison de sa couleur de peau. C'est la douche froide, si je puis dire, pour ces dames dont les lettres sont depuis rejetées. À l'évidence, le dépeceur de Montréal semble avoir trouvé chaussure à son pied. En gros, en faisant un vilain jeu de mots, il a trouvé l'âme frère. L'histoire ne s'arrête pas là, parce que durant le Covid, de nombreux détenus ont pu terminer leur peine en étant assignés à résidence. Anna Yurkin, la mère de Luca Rocco Magnotta, souhaite elle aussi que son fils soit remis en liberté et craint qu'il attrape le virus. Elle, vous vous en souvenez, elle a tellement peur des virus. Elle explique craindre pour la sécurité de son fils incarcéré dans une prison de haute sécurité du Québec, où une douzaine de personnes ont été contaminées d'après elle. Pour pousser la remise en liberté de Luca Magnotta, sa mère assure avec gentillesse, avec douceur, qu'il est prêt à tourner la page, que son petit chéri a d'ores et déjà réussi sa réhabilitation après avoir purgé une partie de sa peine. D'après elle, le petit chérubin, son petit gamin, est prêt à retourner au sein de la société. Vous vous doutez bien que cette demande ne sera pas entendue. Luca Rocco Magnotta, toujours en prison, passe son temps à faire des demandes de mesures de conditions de détention plus souples, étant soumis, à juste titre, à un régime d'incarcération très strict. Hervé Meillon vous raconte Luca Rocco Magnotta. Prêt à tout pour devenir éternel, il avait commencé une carrière en tant qu'acteur pornographique avant de se lancer dans un savoir-faire macabre. Il est l'auteur d'un livre qui s'appelle Serial Killer. Il s'appelle Stéphane Bourgoin. Il a bien entendu suivi l'affaire de Luca Rocco Magnotta. Écoutez-le en dire quelques mots. Ensuite, nous nous retrouverons pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe dans la tête d'une personnalité comme Rocco Magnotta. Dès le départ, dès l'âge de 5-6 ans, tous ceux qui ont connu à l'école Magnotta, y compris ses institutrices, vont se rendre compte qu'il est extrêmement introverti, qu'il communique peu, qu'il est assez efféminé, qu'il ne participe pas du tout aux activités extrascolaires. Et lorsqu'il parle, le petit Eric Newman raconte des mensonges éhontés, qu'il s'estime très très supérieur aux autres. Mais en même temps, il a un profond sentiment et complexe d'infériorité. Luca Rocco Magnotta. Rocco
à cause de Rocco Siffredi, l'acteur de film X, au sexe proéminent. Luca à cause de ses racines familiales. Magnotta, beaucoup de personnes se sont demandé pourquoi. J'ai découvert en fait que Magnotta, c'était le nom d'un personnage d'un jeu vidéo de serial killer qui s'appelle Reaper, l'éventreur. Luca Rocco Magnotta, sur un de ses sites, avait publié un article assez intéressant qui s'appelle « Comment disparaître sans laisser de traces ». Et ça, c'est à peu près un an avant le 25 mai 2012, moment où il tue sa victime. Attention, Tollard. C'est Philippe Boxeau, médecin légiste, directeur de l'Institut de médecine légale, qui sera notre guide pour débriefer cette histoire d'Attention Tollard. Voilà, vous avez entendu donc que c'est Philippe Boxeau qui est avec nous. Alors, c'est vrai que vous êtes l'auteur de livres sur votre métier, sur l'autopsie, quoi. Vous êtes médecin légiste et criminologue. Et je me qualifierais pas de criminologue non plus. Je suis médecin légiste qui a un bagage de fond de criminologue qui lui permet peut-être d'envisager les choses de façon un peu différente par rapport à d'autres médecins légistes. Vous avez écouté l'histoire, celle de Luca Rocco Magnotta. Oui, très belle histoire. Belle histoire, hein. Ah, et complètement cinglée, hein. Oui. C'est un grand malade, hein. C'est un grand malade, oui. C'est une vengeance familiale pour lui au départ, c'est ce qu'il dit. C'est parce que sa mère était obsédée par les microbes, etc., etc. Est-ce que c'est possible, c'est jouable, ou oui, est-ce que c'est ce qu'il a plaidé? C'est tout à fait jouable. Chez les plus grands criminels que l'on ait connus, il y a toujours un rapport, pas tellement au père, mais souvent par rapport à la mère, enfin c'est ce que moi je pense, hein, on peut ne pas être d'accord avec moi, qui est assez perturbé. C'est ce qui crée la psychopathie. Et ici on a affaire à un psychosociopathe, donc il cumule beaucoup de choses. Et ce monsieur a une mère qui est complètement obsessionnelle par rapport à tout ce qui est germe, par rapport à tout ce qui est microbe, et elle l'amène dans un monde qui est le sien, qui est un monde qui n'est pas normal, avec un père qui est complètement absent, puisqu'il est à la fois alcoolique et schizophrène. Moi, qu'on puisse dire, c'est que on espère surtout qu'il ne soit pas présent. Donc, dans un contexte familial pareil, arriver à avoir quelqu'un qui s'en sort quelque peu, ça tient du miracle. On n'a jamais démontré qu'il y avait une composante génétique à la pathologie qu'il présente. Sa pathologie, en fait, c'est pas une maladie mentale, c'est un état, c'est une personnalité. Il est à la fois psychopathe et sociopathe. Nous sommes avec Philippe Boxeau, médecin légiste, ex-criminologue. Ça fait plus de 30 ans que vous êtes dans le métier. Alors, finalement, Luca, il fait un peu le même métier que vous, c'est un dépeceur, lui aussi. Oui, mais il cherche pas la même chose que moi. Moi, je cherche pourquoi les gens sont morts. Lui, c'est pourquoi, puisqu'il les a flingués. Votre boulot, c'est un boulot qui est commandé par la justice. Toujours. Deux buts. Chercher la cause du décès. Deux, chercher le moment du décès. Et de façon accessoire, tenter de déterminer un peu ce qui a bien pu se passer. Parce que on ne tue pas nécessairement quelqu'un en direct. Il y a pu y avoir une bagarre, il y a pu y avoir des échanges de coups. Et tenter de reconstituer tout ça. C'est-à-dire, est-ce que vous autopsiez un enfant d'une façon identique à un adulte? Oui, la technique est la même. Le rapport émotionnel n'est pas le même. Mais vous avez de l'émotion? Vous êtes empathique ou pas? Je suis en train de me le demander. Eh bien, par rapport aux morts, non. Pourquoi avoir de l'empathie vis-à-vis de quelqu'un qui ne souffre plus? Vous pouvez avoir de l'empathie, une compassion, souffrir avec, tout ça, c'est ce que ça veut dire, c'est la même chose. Avec quelqu'un qui est déjà mort, vous pouvez pas souffrir avec lui, il est mort. Donc avoir une empathie par rapport à un mort, ça n'a pas de sens. Avoir une empathie par rapport à sa famille, qui elle est en souffrance puisqu'il n'est plus là, ça a du sens. Voilà. Oui, mais il y a d'autres méthodes maintenant que contact humain, parce qu'on peut le faire en 3D, on peut le faire... Oui, ça c'est mon cul, Objectivement, ça apporte des éléments supplémentaires, c'est vrai. Mais ça ne remplace pas l'autopsie, ça ne remplacera jamais l'autopsie. Attention, Tollard. Dans l'histoire de Luca Rocco Magnotta, on est au début des réseaux sociaux. C'est comme ça qu'il a cette gloire. Donc c'est un homme qui a souffert, on le disait un petit peu dans son enfance. Est-ce que ça excuse tout? Ça excuse rien. Rien du tout. Rien du tout. C'est pas parce que vous avez souffert dans votre enfance que vous devez emmerder le monde. Ce sont des gens qui doivent être éventuellement rééduqués, mais ça ne les excuse en rien. En rien. C'est éventuellement, pour les avocats, des circonstances atténuantes. Oui, ok. Ça veut dire, il faut pas confondre. Circonstances atténuantes, c'est dire, oui, ok, il est arrivé là parce qu'il a une enfance malheureuse. Mais, allez, on a tous une blessure quelque part dans l'enfance. Tous. Même si on est des parents aimants. Donc, c'est peut-être une cause d'excuse, mais ça ne justifie pas qu'on passe à l'acte. Jamais.
Alors comment vous avez réagi quand vous avez écouté l'histoire? Vous la connaissiez ou pas? Je la connaissais pas, mais c'est Le déposseur de Montréal, oui. ce genre d'histoire qu'on connaît, hein, des déposseurs comme ça, il en existe quelques-uns. Ouais. C'était le premier connu, je pense. Hein. En tout cas, le premier s'est répandu via les réseaux sociaux. Et le premier aussi qui a eu, via les réseaux sociaux et puis autrement, un tel engouement autour de lui, avec des gens qui lui ont envoyé de l'argent, qui voulaient se marier avec lui, etc. Il commence, Luca Rocco Magnotta, d'abord il change de nom, c'est important de savoir ça aussi, il change de nom, et puis il martyrise les animaux aussi, et il balance les vidéos sur le net. Eh ben, ça c'est souvent le début de la psychopathie. Hein. Quand t'as un gosse qui martyrisait des animaux en arrachant les ailes d'un insecte ou en coupant la tête d'un oiseau, en regardant s'il vole encore et des trucs comme ça je connais plusieurs fois, souvent ce sont des traits de psychopathie naissante. Donc des gosses dont il va falloir s'occuper si on ne veut pas que plus tard il y ait des dérives plus importantes. Lorsqu'il y a une régularité, j'imagine. Oui. On saute des étapes, on est en 2012 avec Luca Rocco Magnotta, et là il devient vraiment meurtrier. Les animaux, c'est terminé, il devient meurtrier. Comment il fait ce changement? Comment il fait ce passage? Ah ben il est juste passé du stade de l'enfance à celui de l'âge adulte, hein. Donc il est passé de l'animal à l'humain, et à mon avis certainement, il avait un fantasme à assouvir. Et c'est un fantasme qui n'est pas rare, il est cannibale aussi. Hein. C'est un fantasme qui n'est pas exceptionnel. Donc il passe du stade de l'enfance au stade de meurtrier adulte, quoi. Et c'est là où c'est un peu curieux, c'est qu'il veut se faire connaître, il veut devenir vedette, il veut devenir quelqu'un d'important. Certains veulent devenir quelqu'un d'important. En tout cas, lui. Désirent être cachés, d'autres désirent être arrêtés. Donc on voit, et il y a encore d'autres caractéristiques, on voit des caractéristiques différentes chez le meurtrier en série, un peu en fonction d'eux-mêmes. Il y en a qui laissent des éléments, des traces pour qu'on les arrête, il y en a d'autres qui font tout pour cacher ce qu'ils ont commis. Donc on voit vraiment de tout chez le meurtrier en série. Ça correspond quand même à une expression d'une personnalité qui est perturbée. Donc on ne peut pas s'attendre à ce qu'il réagisse de façon nécessairement comme nous le ferions. C'est-à-dire comme quelqu'un, un quidam XYZ ferait. Pourquoi? Parce que le quidam XYZ ne ferait pas ça. Si vous l'aviez ouvert, Luca Rocco, il est toujours de ce monde, hein, il n'est pas mort encore. Qu'est-ce qu'on pourrait découvrir? Rien. Qui pourrait vous mettre en piste? Rien du tout. On est face à un psychopathe. La psychopathie est considérée non pas vraiment qu'une maladie, mais qu'un trouble de la personnalité. Du comportement. Et d'ailleurs, on ne le considère pas qu'une maladie. Si on le considère comme une maladie, ce monsieur ne serait pas en prison. Il sera en hôpital psychiatrique. Luca Rocco Magnotta. Ce monstre a démembré un étudiant, condamné à perpétuité. Il n'a manifesté aucune émotion à l'annonce du verdict et s'est contenté de baisser les yeux. Attention, Tolar. Hervé Meillon et le médecin légiste Philippe Boxeau, directeur de l'Institut médico-légal, dialoguent sur le parcours du maniaque Luca Rocco Magnotta, le premier tueur de la génération Facebook. Nous sommes avec Philippe Boxeau, médecin légiste, depuis plus de 30 ans. Il a écouté cette histoire de Luca Rocco Magnotta. Est-ce que c'est un homme fréquentable ou pas? Ah bah ça dépend par qui, hein. J'ai connu plusieurs meurtriers en série qui étaient à tout le moins sympathiques, d'autres qui l'étaient nettement moins, ça dépend des gens. Il continue à provoquer après son procès. Alors le procès est extraordinaire aussi, un procès qui va durer 12 semaines. On est au Canada, on est dans l'Ontario. C'est un procès énorme, c'est un procès qui fait un bruit effarant. Oh, il plaide, il est malade, il s'en sort pas, et là, il continue. Il continue à vouloir faire parler de lui. Il veut ne pas disparaître, il veut exister. Mais c'est le cas de beaucoup d'entre nous, on a envie d'exister, tout le monde a envie d'exister. C'est pas pathologique ça d'avoir envie d'exister. Ce qui est pathologique, c'est la manière dont on a envie d'exister. Et s'il a envie d'exister en tuant des gens à coups de pic à glace, en les dépeçant et les bouffant, c'est qu'il a un vrai problème psychique, et effectivement, il en a un. Il se réinsère encore par les réseaux sociaux, c'est la grande mode des réseaux sociaux. Il est en prison, il a encore des admiratrices, etc. Et il se marie en prison. Il a des admirateurs et admiratrices, il en aura toujours. Nous sommes une société très, très polymorphe, c'est-à-dire avec toutes sortes d'aspects, toutes sortes de gens. Et donc, on n'est pas étonné qu'il ait encore aujourd'hui des gens qui ne soient pas des détracteurs, mais qui soient des admirateurs. Admirateurs au point, pour certains, hommes ou femmes d'ailleurs, hein, de vouloir l'épouser, c'est-à-dire de vouloir avoir avec lui un lien réel, un lien concret, et même un lien charnel. Votre métier est quand même un petit peu curieux, quand même. C'est très spécial. Il est spécial, hein. Ouais, tout à fait. Est-ce que vous êtes normal? Je sais pas. Alors, parce qu'on en voit beaucoup. Votre métier, il est très, très répandu maintenant grâce à la télévision, toutes les séries sur alors oui, etc. Mais c'est très mal présenté. Hein. Ouais. Il y en a un paquet. Hein. Un qui est bien fait, c'est Balthazar. Ouais. Ils ont eu l'intelligence de s'entourer des compétences d'un vrai médecin légiste, d'une vraie approche médico-légale du cadavre. Alors, est-ce qu'il faut être tout à fait normal pour faire la médecine légale? Je n'en sais rien. En tout cas, il faut être suffisamment détaché de la mort que pour pouvoir l'appréhender. Attention, Tolar. Être nécrophile,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire aimer le cadavre. Alors, au-delà de ça, c'est une tendance, c'est une paraphilie, comme on dit. Ça veut dire un fantasme sexuel qui consiste non pas nécessairement à baiser avec un mort, mais à baiser avec un contexte de mort. Certains, c'est baiser dans une morgue parce qu'il y a des morts dans la morgue et baiser à côté de morts. Pour d'autres, c'est baiser un mort et ça, on en connaît, des nécrophiles. Et puis, pour d'autres, c'est encore associer la mort à l'acte sexuel. Donc, il y a plein de types de nécrophilie un peu différents. Mais malgré ces 30 ans de condamnation, puisqu'il sortira, il aura 72 ans, 72 ans, il ne regrette pas. Mais il n'a jamais regretté. Un psychopathe est incapable d'empathie, c'est même sa caractéristique fondamentale. Un psychopathe ne peut pas regretter. S'il vous dit « je regrette », il vous ment. Il vous manipule. Pour regretter un acte, il faut être capable d'empathie. Donc, empathie, ça veut dire souffrir avec. Et souffrir avec qui? Avec celui qui souffre, forcément, sinon ça sert à rien. Celui qui souffre, c'est la famille. Donc, un vrai psychopathe ne va jamais demander pardon. Ou s'il le fait, il le fait de façon manipulatoire pour tenter d'influencer le jury quant à la peine qu'il va recevoir. Qu'est-ce que ça vous a fait d'écouter cette histoire, puisque vous la connaissiez pas? Ah, mais j'aimais bien, parce que, écoutez, allez, objectivement, on fait la médecine légale, pourquoi? On fait la médecine légale parce qu'on a envie de participer à la découverte du crime, sa concrétisation judiciaire, etc. Vous auriez pu être flic, alors? Oui, mais j'ai pas les qualités. On va peut-être heurter un peu les gens. L'odeur. C'est dégueulasse. Pas chez tous, hein. Chez le cadavre frais, pas de problème. Mais chez le cadavre putréfié, waouh. Écoute, mon Dieu. Je m'y fais toujours pas, hein. Ça fait 30 ans, je m'y fais toujours. Est-ce que vous avez toujours l'odeur du cadavre dans le nez? Elle se rappelle à moi dès que je la pressens ou je la sens. En fait, vous l'auriez dans le nez, vous feriez comme moi, vous la sentez tout de suite. Luca Rocco Magnotta ne regrettera jamais rien? Non. Jusqu'à son dernier jour. Est-ce qu'il peut, à 72 ans, à 72 ans, en sortant de prison, remettre ça? Ah, bien sûr. C'est le problème du psychopathe. Le psychopathe ne se soigne pas. Et il reste capable, effectivement, de le faire. Il faut arrêter on n'est pas dans un monde de bisounours, hein, tout ne se soigne pas. Pendant la période du Covid, sa mère, qui est, on le sait au départ, un petit peu des problèmes, demande sa remise en liberté parce qu'elle a peur de la Covid. C'est une conne finie, la mère, hein. Je suis désolé, mais c'est une obsessionnelle, c'est une malade. Il faut la soigner, hein. Il n'obtiendra pas sa remise en liberté, mais quand je dis conne, j'exagère. Ouais. Mais, objectivement, cette dame elle n'a pas un vrai contact avec le réel, hein. Son gamin, il est au trou. Mais est-ce qu'elle l'aime, son gosse, au départ? C'est difficile à dire. Et c'est ce mal aimé qui crée la psychopathie. Bon, Philippe Boxeau, on va rester là. Je rappelle vos livres. Les morts ont la parole et Entretien avec un cadavre et prochainement l'histoire du Saint-Suaire, du Suaire et de la mort de Christ. Il y aura La mort en face qui va sortir le 21 août et puis il y aura le Suaire. Dernière question. Est-ce que vous pourriez autopsier un membre de votre famille? Non. C'est impossible à faire. Tu vas autopsier quelqu'un que tu connais bien. Tu vas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc tu vas le découper, ça veut dire que tu vas l'altérer, et c'est toi qui le fais, c'est impossible. Alors ce qu'il faut aussi, et surtout pire que ça, c'est que quand on autopsie quelqu'un, il faut être neutre. Comment tu vas être neutre par rapport à quelqu'un de ta famille qui a été tué? C'est pas possible, donc il faut pas le faire. Médecin légiste, criminologue aussi, rappelons-le, c'était Philippe Boxeau qui débriefait avec nous l'histoire de Luca Rocco Magnotta, né en 1982 en Ontario, une histoire qui s'est passée là-bas au Canada, le drame d'un homme que la mère a trop aimé. Ou trop mal aimé. Merci beaucoup Philippe Boxeau. Merci à vous. À très très bientôt et vous chers amis, on se retrouve très rapidement pour une prochaine histoire d'Attention Tollard.